Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn et Besbi le jour. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce dernier numéro du mois de novembre 2022, cela fait 4 ans qu'il est passé à cette émission, c'est la dernière fois, Maître El Hadj Oumar Youm. Il est le président du groupe parlementaire de la majorité, Benno Bokk Yakaar, ancien ministre d'État, ancien directeur de cabinet du président de la République. Il est aussi maire de Thiadiaye. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mamadou. Vous êtes donc à la tête du groupe parlementaire de la majorité, des questions d'actualité d'abord relatives à l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée, justement, qui aurait été falsifié selon le député Mamadou Lamine Diallo du groupe Wallu, une thèse qu'il a émise en brandissant un certain nombre d'arguments. Est-ce que vous confirmez l'existence d'un règlement intérieur falsifié ou faux de l'Assemblée nationale? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est remercier Mamadou Lamine Diallo de m'avoir fait la courtoisie de me tenir pour ampliation la lettre qu'il a adressée au président de l'Assemblée nationale, dans laquelle justement il évoquait cette situation sur le règlement intérieur. Il faut simplement dire que ce règlement intérieur qui est incriminé, entre guillemets, est un règlement intérieur édition 2021. Ouais. Nous sommes venus à l'Assemblée nationale installés officiellement le 12 septembre 2022. Ce n'était pas sous cette 14e législature. Le président de l'Assemblée nationale saisi officiellement a saisi l'administration qui était sur place au fait d'instruction de ce dossier. Il attend le retour de l'administration sur certains éléments de réponse. Mais d'ores et déjà, ce que je peux dire, c'est que un règlement intérieur ne peut pas, par essence, être un faux ou falsifié. Ah oui? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une édition ou une impression peut peut-être contenir des erreurs matérielles ou des redondances. Mais en lui-même, le règlement intérieur, c'est des lois, notamment une loi organique qui date de 2002, qui a été modifiée en 2008, modifiée à nouveau en 2010, modifiée en 2015, modifiée en 2019. Et donc, ces lois-là, intrinsèquement votées par l'Assemblée nationale, qui portent le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ne peuvent pas être modifiées intrinsèquement. C'est-à-dire parce que c'est des lois qui ont été déjà votées par l'Assemblée nationale, qui existent aux archives. Maintenant, ce qui peut se passer, en attendant bien sûr de savoir réellement ce qui s'est réellement passé, c'est qu'il peut y avoir des compilations ou des éditions qui peuvent omettre ou ajouter des choses qui ne sont plus d'actualité. C'est possible. Mais cela n'enlève à rien le fait qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale a des outils qui lui permettent de travailler, parce que qui souhaiterait avoir le règlement intérieur, c'est-à-dire la composition des différentes lois qui font l'ossature de notre règlement intérieur, pourrait l'avoir au niveau des archives, pourrait l'avoir au journal officiel, pourrait l'avoir un peu partout. Oui. C'est le lieu d'ailleurs de saluer et de remercier l'administration qui était en place, qui, dans sa volonté, a souhaité mettre les députés, dès leur installation, dans de bonnes dispositions, avec tous les outils de travail nécessaires, pour leur permettre justement de se familiariser avec l'environnement juridique et législatif de l'Assemblée nationale. Alors, dans un courrier adressé au président de l'Assemblée, Amadou Mame Diop, le 11 novembre, le député Mamadou Lamine Diallo, qui est également vice-président du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, dit que ce règlement intérieur édition juillet 2021 est au mieux faux, au pire falsifié et manipulé. Et il dit que certaines dispositions de la loi 2019-14 du 28 octobre 2019, supprimées avec l'abrogation du poste de Premier ministre, ont été en violation de l'article 121, réintégrées en catimini sans faire l'objet d'adoption par l'Assemblée nationale. Les articles concernés par cette falsification sont entre autres 5, 60, 61, 90, 97, 98 et 99 du règlement. C'est des éléments précis qu'il donne là. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est une méconnaissance.
Vous savez, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, depuis des dizaines d'années, est presque la copie-collée de la Constitution. En tout cas, dans ces rapports entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Parce que dans ces rapports entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, le Premier ministre, le Président de la République, etc., ces rapports, de manière substantielle, sont gérés d'abord par la Constitution. C'est pourquoi, quand en 2019, il y a eu la suppression du poste de Premier ministre, 2019, il y a eu exactement aussi une réforme constitutionnelle et une loi organique qui a d'ailleurs mis en place la commission des finances et du contrôle budgétaire. Avant, ça ne s'appelait pas comme ça. Quand on a restauré le poste de Premier ministre, la Constitution, dans ces mêmes articles, a restauré tout ce qui était rapport entre le gouvernement, le Premier ministre, l'Assemblée nationale, le Président de la République, l'Assemblée nationale. Et le règlement intérieur, souvent, reprend aussi exactement, dans les mêmes termes, les mêmes dispositions, la même expression, les dispositions qui sont dans la Constitution. Parce qu'en matière d'ordonnancement, la loi constitutionnelle est une norme supérieure au règlement intérieur qui est une loi organique. Et donc, quand vous regardez d'ailleurs les articles 97, leur pendant, dans la nouvelle réforme de 2021, c'est l'article 55. Exactement, mot pour mot. Si j'avais le temps, si vous le permettez, je vais vous lire exactement pour que vous puissiez comprendre qu'en réalité, ce qui est dans la loi organique du règlement intérieur est forcément une copie de la Constitution. Ça a toujours été comme ça. Et vous vous dites que le député Mamadou Diallo, méconnaît cette réalité. Ah, je pense bien. C'est-à-dire que là, si vous permettez, c'est clair. Hein? Oui. Je vous donne des exemples précis. Quand on prend, par exemple, la disposition qui est censée être supprimée, 97, son pendant, c'est l'article 55 de la Constitution, qui est issu de la réforme constitutionnelle du 20 décembre 2021. Quand vous lisez, c'est simple. L'article 55, après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Quand on prend ce qui est supposé être supprimé dans ce document portant règlement intérieur, c'est-à-dire l'article 97, après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de faux en fait. Le faux, c'est ce qui n'existe pas. Mais lui, il dit... Mais la Constitution du Sénégal dit la même chose que l'article 97, supposé être supprimé. Il dit au mieux, c'est un faux, au pire, falsifié et manipulé. C'est pourquoi je dis, attendons, parce qu'il n'y a pas de gravité extraordinaire, parce qu'il n'y a pas de vide juridique, la Constitution a déjà réglé le problème. Donc attendons, de manière sereine et lucide, les résultats de l'instruction du président de l'Assemblée nationale pour pouvoir se... Parce qu'il y a... D'ailleurs, pourquoi il gouverne aujourd'hui? Il a été d'abord dans la 13e législature de l'Assemblée nationale. S'il y a quelqu'un ou des responsabilités à situer, normalement, c'est au niveau de la 13e. Aujourd'hui, il est vice-président à l'Assemblée nationale. Hier, il a présidé une session de l'Assemblée nationale. Il l'a fait sur la base de quoi? Sur la base du règlement intérieur qui existe. Qui serait faux, voire falsifié. Ce sont ses propos. Non, mais donc finalement, il préside sur la base d'un faux. Et il annonce une plainte contre X pour faux et usage de faux. Mais qui n'aura aucune suite, parce que simplement, il n'y a pas de faux. En matière de faux aussi, la loi est claire. C'est-à-dire que le faux, il y a d'abord une intention. Dans toutes les infractions pénales, il faut qu'il y ait une intention, au-delà de l'élément matériel, il faut de l'élément moral, etc. Donc, ensuite, qui a intérêt à faire un faux? Pour faire un faux, pourquoi? Oui, Doudou Wade, qui a été président du groupe parlementaire, lui-même groupe, mais 12e législature, a dit oui, qu'il faut que les députés aient le courage de retirer et de mettre sous scellé le faux règlement intérieur. Et il suggère même au président de la République de lui-même déposer une plainte. Non, c'est de la caricature qui repose sur absolument rien. C'est-à-dire que, comme je viens de vous dire, dans les rapports avec l'Assemblée nationale, de manière substantielle, c'est la Constitution qui réglemente ça. Ça, c'est directement transposé, je mets entre parenthèses, transposé dans le règlement intérieur. Parce que le règlement intérieur ne peut pas comporter des dispositions qui ne sont pas conformes à la Constitution,
du point de vue de la supériorité de la norme constitutionnelle par rapport au règlement intérieur. Or, je viens de vous donner un exemple précis. Oui. Parmi d'autres, hein, oui. 98, je peux vous dire le pendant de 98 dans la Constitution actuelle. 45, je peux vous donner le pendant de l'article dans la Constitution. Donc, dans ces rapports entre l'Assemblée nationale et les institutions, notamment le président de la République, le gouvernement, c'est déjà pris en charge par la Constitution. Personne ne peut dire un mot de plus qui devrait venir en contradiction avec la Constitution. Donc, la Constitution vient simplement, le règlement intérieur vient en complément de la Constitution. Par conséquent, il n'y a pas de gravité extraordinaire. De ce que j'entends, en tout cas, il n'y a pas de gravité extraordinaire. Mais il peut y avoir une gravité. Il peut y avoir des erreurs. S'il y a une gravité, c'est une gravité. Non, il peut y avoir des erreurs matérielles. Oui. Parce que, je donne l'exemple. EDJA, qui est une maison d'édition des textes de loi. C'est ça. Juriscope, qui est une maison d'édition des actes OHADA. Etc., etc. Harmattan aurait pu prendre les textes, les faire en édition pour simplifier. Mais ce n'est pas ça le règlement intérieur. Ce n'est pas le document qui déclare porter le règlement intérieur qui est considéré comme le règlement intérieur. Ce document est un document, on aurait pu l'appeler comme vous voulez. Ce qui est le règlement intérieur, c'est la loi qui est votée à l'Assemblée nationale et qui est aux archives officielles du pays, notamment au niveau des archives de l'Assemblée nationale ou au niveau du journal officiel. C'est ça le règlement intérieur. Mais le document qui les porte, qui est établi par Mamadou Oumar, qui est établi par Omar Youm, qui est établi par quelqu'un d'autre, dans une visée de vulgarisation, on ne peut pas dire que c'est ça le règlement intérieur. La preuve, moi-même, je peux, sur la base des documents qui existent, faire une édition, faire une impression. Mais ce n'est pas le règlement intérieur. Cette nuance-là, dès l'instant où on la saisit bien, ça montre que quand même quelqu'un peut faire un document qui n'est pas, peut-être un document qui est aux normes. Mais dans tous les cas de figure, ce qui est dans le règlement intérieur incriminé reflète exactement, substantiellement, la loi constitutionnelle qui est en vigueur. Et aucune autre disposition, future ou antérieure, ne peut prendre le contre-pied de cette Constitution. Très bien. Le président de l'Assemblée saisie va diligenter une enquête. On attend de voir ce qui va être fait. Et dans tous les cas, comme je le connais moi, comme étant un homme droit, très intègre, si par extraordinaire l'instruction montre qu'effectivement il y a des dispositions qui ont été supprimées éventuellement en 2019 et qui doivent être soumises à l'Assemblée nationale, la commission des lois notamment, avant de venir en plénière pour le faire, on le fera. Parce que c'est juste une transposition. Il n'y a pas autre chose à faire. Parce que la loi constitutionnelle ne donne aucune marge à l'Assemblée nationale de faire autre chose que ce qui est déjà dans la Constitution. Maître, il y a quand même une cascade ou une série de faux dont sont accusés certains députés à l'Assemblée nationale, affaire de faux billets avec le député Bougazeli, affaire de faux passeports avec d'ailleurs même des gens qui ont été condamnés, des députés et même des gendarmes, 2 gendarmes du palais et du ministère des Affaires étrangères. Là où on parle de règlement intérieur falsifié, est-ce que ça ne fait pas trop cette histoire de faux à l'Assemblée nationale? Non, bon, ce qui se passe dans les passeports, ça se passe, vous avez dit, hein, il y a des gendarmes qui ont été incriminés. Demain, dans le faux, il y aura peut-être d'autres institutions qui seront incriminées. Il y aura peut-être d'organismes privés qui seront incriminés. On parle souvent de l'Assemblée nationale quand même. Oui, mais ce n'est pas que l'Assemblée nationale. C'est vrai que l'Assemblée nationale, les institutions publiques de manière générale, doivent être des institutions qui montrent le bon exemple. Ils doivent être leurs actions dans une exemplarité. C'est des députés, donc normalement, le peuple s'attend à ce que ces députés soient des citoyens modèles. Mais il reste qu'ils soient des membres aussi de notre société. Oui, mais donc, sauf que là, ça peut ternir l'image des institutions. Oui. Une perte de confiance, ça c'est quand même c'est à ce point-là qu'il faut effectivement condamner. Parce que pour moi, un député ne doit pas... il y a des choses qu'il doit éviter. Quelqu'un qui a un mandat public, il doit faire les efforts de probité, d'intégrité, de transparence, de droiture. Ça, c'est évident. Bon, maintenant, est-ce que ça va atteindre ou ternir l'image de l'institution? C'est 2 choses. C'est-à-dire, il y a l'institution
Et il y a les hommes qui travaillent à l'intérieur de l'institution. Ces hommes, dont le comportement en fonction de leur peut trajectoire, ternir l'image de l'institution. bien sûr, c'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'on attend d'eux une certaine exemplarité dans le comportement, dans les attitudes, dans les capacités, dans la responsabilité. Parce que ce qu'on attend d'un député est 10 fois, normalement, plus, on doit avoir plus d'exigences sur les personnes publiques, de manière générale, c'est les personnes qui exercent des mandats. Bon, c'est regrettable. Bon, c'est pas que chez nous. Il suffit de regarder les faits divers pour voir tout ce que la douane fait de saisie sur les faux médicaments, sur les faux billets, etc., qui ne concernent pas les députés, de manière générale. Et cette législature, c'est la 14e législature. 14e législature. Il faut voir les niveaux d'incidents par rapport à ça pour juger l'institution de manière globale. Je pense que je ne suis pas là pour dédouaner, mais je veux dire ce qui est fait a été fait. Les réactions des Sénégalais qui déplorent cette image que donne l'Assemblée nationale. Et vous, majorité, vous êtes également interpellés parce que certains de ces députés appartiennent à votre parti ou à votre coalition. Je veux dire qu'il faut relativiser. Est-ce que cette exemplarité-là, vous ne devez pas davantage la cultiver? Non, les députés, c'est 165 députés. Oui. 165 députés. Ouais. Si on prend les 2 législatures, c'est plus de 300 députés qui sont concernés. Si pour une année, pour 2 ou 3 personnes, il y a eu quand même des incidents regrettables, condamnables. Quand on y ajoute ces incidents, condamnables. Oui, absolument. On doit dire, écoutez, attention, il y a quand même un sursaut à faire. Ouais. Mais de là à juger l'institution de manière générale et les députés de manière générale, c'est quand même aller trop loin. C'est-à-dire que ce n'est pas les députés, il y a eu 2 ou 3 députés sur 350 députés qui ont eu à avoir des comportements. L'Assemblée nationale garde toujours son image. Bon, maintenant il y a une image à toujours parfaire. Il y a toujours une image à parfaire. Je ne sais pas, je n'ai pas les éléments matériels pour dire est-ce que sur l'opinion on est bon, on est mauvais. Ça, on n'a pas d'indicateur. Il y a la perception. Effectivement, la perception, c'est qu'effectivement, les gens ils sentent que les députés doivent s'améliorer dans leur comportement, dans leur rapport, dans leur manière de faire, dans les débats, dans la courtoisie, être moins violent, moins belliqueux, moins d'invective. Ça, je perçois qu'effectivement, c'est une exigence de la population. Il faut faire des efforts. Mais oui, mais il faut faire des efforts à partir des partis. Qu'est-ce que vous préconisez? À partir des partis politiques. Oui. Faire la formation. Formation des hommes politiques. Redoubler de vigilance au niveau de l'école. Parce que je dis souvent, notre école, ce n'est pas pour avoir des journalistes, des avocats, des magistrats, des spécialistes en tout genre. Non, notre école, c'est d'avoir un citoyen modèle d'abord. Et donc, on doit faire l'effort depuis l'école de réconcilier l'école avec les valeurs civiques, les valeurs citoyennes. Moi, je pense que ça, c'est un effort à faire. De manière générale, d'ailleurs, quand on voit un peu l'environnement socio-économique du Sénégal, on voit qu'il y a beaucoup de dérapages. Ce n'est pas qu'à l'Assemblée, ce n'est pas que dans les partis. Quand on regarde les télévisions, quand on écoute les chaînes, les radios, on se rend compte qu'il y a un décalage. C'est vrai, ce n'est pas que, c'est bien de le dire, mais quand on parle des institutions, l'exigence est plus forte. Pour moi, d'abord, c'est les partis politiques. Absolument. Parce que les hommes qui sont à des niveaux de responsabilité, c'est des hommes qui viennent de nos partis politiques. Malheureusement, les partis politiques ont abandonné la formation. Il n'y a plus de formation. On ne construit plus le citoyen. On ne fait plus l'homme d'État. Donc ça aussi, c'est un vrai problème qui interpelle. C'est une critique que vous faites à votre propre parti. Bien sûr. C'est tous les partis. Et qui est quand même on est plus dans la massification. Qui est quand même le parti qui gouverne. Non, mais on est plus de tout temps. Depuis 20 ans maintenant, on est plus dans la massification. On est plus dans les compétitions électorales que dans la formation de nos militants et de nos responsables. Ça, c'est une réalité. Et ça se voit aussi quand on est justement confronté à certaines situations. L'Assemblée nationale, c'est le marathon budgétaire pour le vote du budget 2023. On remarque quand même, après cette fameuse journée du 12 septembre, jour de l'installation de l'Assemblée, on a connu des incidents sérieux, ou même le vote, par exemple, l'élection de l'Assemblée nationale n'a pu se faire que grâce à l'intervention de la gendarmerie. La sérénité semble revenue après cet épisode mouvementé. Qu'est-ce qui explique ce retour au calme? Je pense qu'au départ, l'incident du 12 septembre résulte d'une méconnaissance des textes
qui gouverne l'Assemblée ou d'un malentendu. Mais en réalité, cet incident n'aurait jamais eu lieu si chacun s'en limitait à faire appliquer la loi, c'est-à-dire le règlement intérieur. C'est d'ailleurs les mêmes dispositions dans le règlement intérieur en vigueur qui ont gouverné à l'élection des autres membres du bureau. Même texte. Donc ça veut dire simplement qu'au départ, effectivement, peut-être qu'il y a eu une préparation de la journée de l'installation qui a été articulée autour d'une appréciation malencontreuse du règlement intérieur. Mais quel règlement intérieur finalement? Mais je dis encore une fois, moi quand je dis règlement intérieur, oui, j'évoque la loi de 2002 portant règlement intérieur, j'évoque la loi de 2008 modifiant la loi de 2002, j'évoque la loi de 2010 modifiant la loi de 2002, j'évoque la loi de 2015 modifiant la loi de 2002, j'évoque la loi de 2019 modifiant la loi de 2002. C'est la compilation de ces différentes lois depuis 2002 qui font le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, en mettant l'impression ou l'édition, quelqu'un peut se tromper. Mais ça ne veut pas dire que c'est la loi, c'est le règlement intérieur. Le règlement intérieur, basiquement, est porté par la loi de 2002 qui a été plusieurs fois modifiée. C'est ça notre règlement. À quoi est dû ce retour au calme? Vous vous êtes parlé entre présidents de groupes parlementaires. Je pense qu'en venant à l'Assemblée, certains sont venus avec beaucoup de dogmatisme et de convictions qui n'étaient peut-être pas des convictions raisonnables, ou en tout cas qu'on peut considérer comme étant des convictions erronées par rapport à leurs convictions sur le règlement intérieur. Par exemple, ce qui est à l'origine de ça, pour être très simple, c'est que les partis d'opposition, les groupes de l'opposition considéraient qu'on pouvait élire le président de l'Assemblée nationale sur la base de bulletins aux couleurs de leur parti ou de leur choix. Ce que le règlement intérieur ne permettait pas. Le règlement intérieur dit que le président de l'Assemblée nationale est élu sur la base de 2 bulletins. Un bulletin blanc ou bleu, ou blanc rayé de bleu. Oui. C'est les 2 bulletins qui existent. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Mais c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a voulu faire et c'est ce que l'opposition n'a pas voulu accepter. Alors que ça, c'est la base. Si ce n'était même pas dans le règlement intérieur, mais la pratique parlementaire... Mais justement, l'opposition semble dire justement c'est ce qu'elle demandait. Non, l'opposition demandait... variété de bulletins. Mais ce qui n'est pas prévu par le règlement intérieur. Et ce que vous auriez refusé. C'est pas nous, c'est le règlement intérieur qui ne prévoit pas ça. Oui, non, bulletin blanc. Non, le bulletin blanc, bulletin sur de lequel, couleur. attention, c'est un vote uninominal. Oui. C'est sur le bulletin blanc qu'on inscrit le nom des candidats pour la présidence de l'Assemblée nationale. Donc on dit bulletin blanc, virgule, bleu ou blanc rayé de bleu. Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 2 bulletins. Soit le bulletin il est blanc, soit il est bleu, soit il est blanc rayé de bleu. C'est les 2 bulletins qui peuvent exister dans le vote. On ne va pas refaire ce débat. Voilà, parce donc que on ne va pas refaire le débat, mais en réalité c'est un malentendu, qui est à l'origine en fait de cette interprétation divergente où l'opposition s'est accrochée à une couleur de bulletin à son choix, ce que le règlement intérieur ne prévoyait pas. Quel a été le rôle du président de groupe parlementaire? Vous avez joué un rôle. On s'est parlé entre présidents de groupe. Bon, la journée du 12, avec le vacarme, avec tout ce qui s'est passé, personne ne pouvait s'écouter. Et donc, malheureusement, c'est la loi qui a été appliquée. Elle a été appliquée dans les conditions que vous savez. Et on a eu quand même le président de l'Assemblée nationale qui a été élu. Dans tous les cas, on avait la majorité. C'est clair que cette majorité... c'est aussi une majorité, on est dans une démocratie avancée. Moi, je m'honore, je suis très fier de voir cette démocratie qui est une démocratie de plus en plus disputée. Parce que c'est ça la vraie démocratie. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez ce qui se passe en France. Donc, il n'y a plus ces écarts de 100 députés entre l'opposition et le parti au pouvoir. Parce que c'est notre démocratie, c'est notre modèle démocratique qui commence à se parfaire, il commence à se consolider. Aujourd'hui, la réalité de parti intrinsèque, ça n'existe plus. Aujourd'hui, les acteurs politiques sont obligés d'être dans des coalitions de partis. Parce que simplement, c'est ça aussi le modèle démocratique du Sénégal qui tend à une perfection qu'il faut saluer. Dans des déclarations précédentes, vous aviez laissé entendre que Mme Aminata Touré, élue sur votre liste et qui est maintenant députée non inscrite, pouvait perdre son mandat. Pouvait, c'est une faculté. J'ai dit,
Oui. C'est oublier ça? Non, je dis et je le répète. Oui. Son droit le plus absolu, c'est de se désinscrire d'un groupe. Ça, c'est le règlement intérieur qui prévoit qu'un député peut se désinscrire d'un groupe. Ça, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Un député à l'Assemblée nationale appartient à un parti. Oui. À chaque fois que maintenant, il y a ce qu'on peut considérer comme des éléments constitutifs d'une démission, c'est autre chose. Ça, c'est le parti qui en tire les conséquences. Et quels sont ces éléments? C'est le parti qui doit l'apprécier. C'est le parti qui doit apprécier. Mais depuis, vous n'en parlez plus. Mais parce que simplement, je pense, depuis, il n'y a pas un acte qui est posé qui peut être susceptible Quel serait cet acte apprécié qui comme pourrait vous... Mais ça, je dis, c'est le parti qui peut apprécier ça, c'est pas moi. Moi, je parle des principes. Et la création d'un parti par Mme vous-même, vous pouvez répondre à... il y a des informations qui font état de cela. Est-ce que pour vous, le fait de créer un parti et être dans un autre parti, c'est concevable? C'est même pas logique. Non, mais je veux dire, franchement, ça, on n'a pas besoin d'être à l'école primaire pour comprendre que ça, c'est un acte manifeste de démission. Vous l'exclurez alors? Dans ce cas, c'est le parti, encore une fois, ce n'est pas Oumar Youm, ce n'est pas Macky Sall, ce n'est pas Mbaye Ndiaye, c'est le parti, dans ses instances souveraines, qui vont prendre les décisions. Jury du dimanche, Oumar Youm est invité, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Budget solution, c'est comme cela que le gouvernement présente ce projet. En quoi? Mais d'abord, il faut considérer que c'est des dénominations conventionnelles. C'est-à-dire que moi, je peux avoir mon bébé, l'appeler comme je veux. Personne ne peut m'opposer le fait de dire je vais faire un budget solution. Budget solution, et je comprends pourquoi le ministre des Finances, avec le gouvernement et le président de la République, considèrent que ce budget est un budget de solution. D'abord, il faut considérer que le budget est bâti sur la base de défis qui interpellent de manière sérieuse aujourd'hui notre société, pour ne pas dire notre pays. D'abord, les changements climatiques. C'est un défi énorme qui a deux aspects. D'abord, les inondations que nous vivons de manière récurrente aujourd'hui. Il y a aussi cette variation sur la pluviométrie d'une zone à une autre. Vous voyez ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le défi sécuritaire. Tout le monde sait que le Sénégal est entouré d'une ceinture de feu qui menace et qui guette la stabilité et la sécurité intérieure du pays. Nous sommes confrontés à des phénomènes de migration très violentes, vous le voyez. Le chômage des jeunes est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons envie aussi de développer notre secteur secondaire. L'industrialisation, c'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de défis par rapport à ça. L'emploi des jeunes. Oui, mais est-ce que ça, ce n'est pas finalement un constat d'échec? Non, ce n'est jamais un constat d'échec. Il n'y a aucun pays au monde qui a réglé ces défis. D'ailleurs, la COP27 vient de se terminer en Égypte. Tous les pays du monde sont confrontés au changement climatique. Vous êtes élu pour régler quand même les problèmes. On est élu pour régler les problèmes, mais on ne sera jamais à l'abri des problèmes. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est-à-dire que depuis 2014, ce qu'on a posé comme solution, c'est le plan Sénégal émergent. Pour dire, voilà ce qu'on devons faire, voilà le cap, voilà comment on va gouverner, voilà les objectifs, voilà la vision. Qui est vraiment un succès? Qui est vraiment un succès. Vraiment? En tout point de vue. Ah oui? Le premier pape de Sénégal émergent, 2014-2018, vous l'avez vu. Taux de croissance moyenne à 6%. Augmentation des hôpitaux, augmentation des écoles, croissance, performance dans les infrastructures routières, autoroutières, plus de solidarité, parce que le PSE aussi c'est la solidarité, plus de solidarité avec les bourses de sécurité familiale, avec la CMU. Mais est-ce que les Sénégalais sont mieux soignés, sont mieux éduqués? Mais sur l'éducation tout à l'heure, je veux dire de plus en plus, fait quand même un constat alarmant. De plus en plus mieux soignés. Problème d'éducation. Non, ça c'est les problèmes d'instruction civique. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'accès à l'éducation, l'accès à l'école, avec le paquet, est devenu une réalité. Moi, quand on était jeunes, nous tous d'ailleurs, il y a de cela 20 ans, vous voyez les jeunes filles, les jeunes garçons faire des 3, 4, 5 km pour aller à l'école. Aujourd'hui, de plus en plus, ça se réduit les distances. Donc l'accès, les écoles de proximité commencent à devenir une réalité. La qualité de l'enseignement. Aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau de CAMES, au niveau des écoles de nos universités, avec les jeunes qui sont diplômés, on voit que quand même il y a une amélioration de l'encadrement pédagogique. Ça, c'est la réalité. Quand on voit ce qui se fait au niveau de l'école,
fondamentale avec jusqu'en terminale, avec les lycées d'excellence. Cette année, on va lancer les classes préparatoires pour les grandes écoles. Mais quand même, l'école sénégalaise commence à bouger. Le pays progresse, le pays avance. Personne ne peut contester cela. Les Sénégalais mieux éduqués, mieux soignés, se nourrissent mieux. Vous pensez que c'est le cas? Pour moi, très franchement, il y a quand même une évolution notable entre le Sénégal de 2000 et le Sénégal de 2022. En tout point de vue. Il y a une croissance extraordinaire des infrastructures sanitaires, des infrastructures routières, des infrastructures aéroportuaires. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des investissements massifs qui ont été faits, qui sont productifs d'emploi et qui augmentent notre croissance. Ça, c'est la réalité. Le PIB du Sénégal en 2000 n'est pas le PIB du Sénégal en 2022. Maintenant, nous sommes tellement conscients que le Sénégal ne se développera pas en 20 ans ou en 30 ans, que nous avons dit émergence, on n'a pas dit développement, on a dit émergence 2035 pour régler les problèmes basiques des Sénégalais en 2035, avant maintenant de voir comment aborder les autres défis qui sont des défis importants à relever. 6 400 milliards et quelques, c'est le montant de ce budget 2023 qui est en cours d'examen, bien entendu, par l'Assemblée nationale. On parle de 2023 comme année sociale. Quand on dit 2023, on pense aussi à 2024, l'élection présidentielle. Ce n'est pas un budget électoraliste. Le social est un marqueur dans le plan Sénégal émergent qu'il faut rappeler la vision du plan Sénégal en 2023 émergent. Mais c'est depuis 2012 qu'on a commencé à faire. La délégation à la solidarité nationale, ça ne date pas de 2023. Les bourses de sécurité familiale, ça ne date pas de 2023. La CMU ne date pas de 2023. Tout ce que nous sommes en train de faire en termes de gratuité, pour des soins, pour l'école, pour l'université, quand on a augmenté ou diminué d'ailleurs le prix des tickets à l'université, qui sont devenus les mêmes prix que nous qu'on avait 30 ans avant. Mais quand même, c'est ça, c'est du social. Il n'y a pas de visée électorale. Non, je ne pense pas. Parce que si c'était un fait nouveau, on aurait pu le dire. Mais c'est depuis 2014 avec le PSE que le social, qu'on considère comme étant pas de l'assistanat, mais de la solidarité, est dans les politiques publiques du Sénégal. Oui. Mais ce projet de budget cache quand même mal, Oumar Youm, la question de la dette. Aujourd'hui, on est à près de 12 000 milliards de francs CFA, soit 75% du PIB, là où la norme UEMOA est de 70%. Encore une fois... Est-ce que là, on n'est pas vraiment dans la ligne rouge? Point, moi, je suis très rassuré, parce que ce point a fait l'objet d'un débat au niveau des commissions techniques, de la commission des finances et des contrôles budgétaires. Débat où après les explications du ministre des Finances et du Budget, les commissaires qui étaient présents sont rassurés pour l'essentiel de la manière, de la stratégie de gestion de notre dette. Ça, c'est la réalité. Le Sénégal est endetté, 11 000, mais il faut comprendre que la dette du Sénégal comprend la dette contingente des structures qui ne sont pas dans l'administration centrale. Ce n'est pas la dette pure de l'État. C'est la dette de l'État plus la dette des agences, des structures, des collectivités locales, etc. C'est le démembrement de l'État. Mais si on sort la dette des autres démembrements de l'État, on prend la dette de l'administration centrale, le Sénégal est à 60 et quelques pourcents, 67 ou 65%, je ne veux pas me tromper. Donc on est entre 65 et 67%. On est encore en deçà du seuil qui est prévu par l'UEMOA. C'est le FMI qui est quand même le gendarme de ce qu'on peut considérer comme la veille, qui fait la veille sur la macroéconomie de manière générale, qui dit que la dette du Sénégal, parce que dans le classement des dettes, il y a le surendettement élevé, le surendettement détresse, il y a le surendettement modéré et il y a le surendettement faible, risque de surendettement faible. Le Sénégal est surendettement, risque de surendettement modéré. Ça aussi, c'est le classement du FMI. Oui, mais vous applaudissez, mais le FMI vous dit supprimer les subventions mais ça de l'énergie, vous dites non. Mais attendez, c'est-à-dire que FMI et Sénégal, ce n'est pas des rapports de domination. Oui, d'accord, mais, nous sommes aujourd'hui quand ça vous arrange, vous dites le FMI a dit, quand ça ne vous arrange pas, vous dites non, on n'est pas d'accord. Non, j'invoque le FMI pour dire simplement qu'il faut quand même considérer que ceux qui sont censés nous accompagner sur les plans financiers pour lever des actifs, pour emprunter, moi j'ai écouté la directrice générale du FMI ici, dans une conférence organisée à Dakar
où la directrice du FMI dit de manière claire que la dette est une composante nécessaire pour le développement de nos pays. C'est-à-dire partout les gens s'endettent. Quand on regarde les ratios d'endettement des États-Unis, du Japon, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, mais c'est sans commune mesure avec les ratios d'endettement du Sénégal et des pays de l'UEMOA qui sont dans des politiques de convergence. Ça, c'est la réalité. Donc, effectivement, on s'endette. Je pense que vous, en faisant ici, et ce n'est pas sur fonds propres que vous l'avez fait. Vous l'avez fait aussi sur la base d'un accompagnement. Parce qu'on ne peut pas avoir un budget pour dire, on prévoit dans notre budget un déficit, mais le déficit, on le finance comment? Tous les pays de l'UEMOA disent on va avoir un déficit de 5, les autres disent de 7, les autres disent de 8, en France, ils disent on va avoir un déficit de temps. Ça veut dire que simplement, le déficit là, on doit le financer. Maintenant, il faut le financer sur la base d'une stratégie qui nous permette de gérer nos intérêts et d'assurer ou de garantir la souveraineté budgétaire et financière du pays. Et c'est ce qui est fait. Le Sénégal n'a jamais eu d'incident de paiement. Par rapport à cette dette, vous n'êtes pas Le Sénégal n'a jamais eu d'incident de paiement. Le Sénégal paye ses dettes et les paye bien. On a frôlé cela. Hein. Je ne suis pas au courant. L'histoire est là en 2012. De source A, le Sénégal était sur le point de ne pas pouvoir payer ses fonctionnaires. Il a fallu un soutien de la France. Non, vous savez, vous savez le pourquoi aussi. Oui. Vous savez le pourquoi. Ce n'était pas la gouvernance de Macky Sall. Mais quel que soit Alpha, c'est arrivé. Mais c'est depuis lors, est-ce que c'est arrivé? Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire n'importe quoi. Non, voilà. Je dis encore une fois, le Sénégal a une stratégie d'endettement qui rassure ses partenaires et qui permet au pays de payer ses dettes. Ça aussi, c'est la réalité. Très bien. iRadio, première radiovision du Sénégal, iMedia.sn, votre site, ITV, votre chaîne de télévision préférée, et Besbi le jour, bien entendu, votre quotidien. Alors, Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, est l'invité du jury du dimanche. Parlons toujours de... On va quand même rapidement fermer la parenthèse de l'Assemblée. Les commissions d'enquête proposées généralement par les députés de l'opposition. Il y en a une qui est relative à la famille présidentielle, une autre sur le contrat d'armement, ministère de l'Environnement et un marchand d'armes, la Poste, et là même que l'affaire Prodac, Mame Niang, ministre qui annonce une plainte contre le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, certains députés de l'opposition qui disent non, sur cette affaire, faisons également une commission d'enquête parlementaire. Quel est votre avis sur ces propositions de commission d'enquête parlementaire? Bon, je constate pour voir qu'effectivement il y a un certain dynamisme dans les initiatives parlementaires. C'est bien d'avoir des initiatives pour marquer la volonté du Parlement, ou en tout cas de certains députés, d'exercer le contrôle sur l'action gouvernementale. Ça aussi, c'est un attribut constitutionnel. On ne peut pas reprocher à un député de faire des initiatives pareilles pour avoir le maximum d'informations officielles sur des sujets qui sont des sujets de préoccupation. Il reste que sur certains sujets, en tout cas, déjà, de toutes les façons, il ne faut pas aller chercher loin. L'affaire du Prodac. Le Prodac, c'est un programme de 100 000 milliards. Autant pour moi, 100 milliards de francs. 100 milliards de francs. Oui. Dans ce programme du Prodac, il y avait un projet qu'on appelait Green de 29 milliards. Absolument. TTC, c'est-à-dire qu'il y avait au moins 4 milliards de taxes qui devaient revenir aux impôts. Donc, le projet global, c'était 25 milliards. 25 milliards pour construire 4 DAC. Les 2 DAC ont été exécutés, réceptionnés. Les 2 autres sont plus ou moins, on peut dire, 80-70% d'exécution. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un ministre, qui n'était même pas le coordinateur en fait du Prodac, qui n'est pas, c'est une tutelle, le Prodac en principe, c'est une coordination quand même qui est autonome. Comment on peut dire qu'un ministre a pris 29 milliards, c'est-à-dire 4 milliards qui devaient aller aux impôts, plus les 25 milliards qui devaient servir à construire ces 4 DAC, alors que les 2 sont réalisés, clé en main, livrés, inaugurés. Moi, je sais qu'il y a un des DAC qui a été inauguré en 2017, un autre, je pense, a été inauguré entre 2020 et 2021. Il reste 2 autres, Sangalkam et je pense que Sambakan pour 80% du niveau d'exécution. Comment est-ce qu'on peut... Ousmane Sonko a fait référence à un rapport de l'inspection générale des finances. J'ai entendu hier le ministre de la Jeunesse qui a été aussi
coordinateur national du programme des DAC, oui. des domaines agricoles communautaires, PRODAC, Oui. dire que lui, en tant que coordinateur, il n'a jamais vu un rapport des inspections générales des finances. Il faut le clarifier. Parce que ce rapport, quand même, on l'a évoqué à un moment donné. C'est-à-dire que normalement, s'il y a un rapport, d'abord, normalement, le rapport il doit être contradictoire. Oui. C'est-à-dire que les services du PRODAC Oui. et l'inspection générale des finances doivent échanger des courriers Oui. pour dire voilà le projet de rapport provisoire que je vous donne pour avoir au moins les éléments d'information, parce que nous aussi on a travaillé dans ce circuit pour savoir comment ça se fait. Oui. Et ensuite ce rapport-là, lui-même pour être valable, doit être approuvé. Est-ce qu'il faut voir? Tout ça, ça a été fait. Si ça a été fait, normalement, le coordinateur national devenu ministre de la Jeunesse, donc ministre de tutelle, aurait pu avoir le rapport officiellement. Pour d'abord répondre. Parce Ce que rapport le projet existe ou il donne, n'existe pas? mais pour ce que vous en savez. pour moi, Oui. ce que le ministre dit Oui. est très simple. Oui. Je n'ai pas vu au niveau du PRODAC un rapport des inspections, de l'inspection générale des finances sur ce dossier. Ça veut dire, soit le rapport, il doit être quelque part avec un inspecteur des finances, mais le rapport n'a jamais été adressé Oui. au DAC, au PRODAC, pour avoir au moins des éléments de réponse sur... Mais il faut publier le rapport. Ça, c'est Parce pas, qu'il y a un rapport qui existe. Ça ne relève pas de ma compétence, malheureusement. Mais ce Oui, que je non, sais... ça relève de la Voilà. compétence de l'État. Mais un rapport, normalement pour le publier, il faut que le rapport soit officiel. En principe, on ne peut pas, Mamadou Ibra ne peut pas être dans son truc, faire un rapport ici, et puis après qu'on veuille passer ça à l'ITV. Normalement, ça passe par la rédaction. Oui. Toujours N'est-ce est-il pas? toujours Voilà. est-il que le ministre Mame Mbaye Niang dit qu'il dépose une plainte contre Ousmane Sonko pense que et c'est son qu'il droit le plus produise la C'est preuve de c'est son droit l'existence de ce C'est rapport. son droit le plus absolu. Et l'Assemblée ne peut pas quelqu'un- faire une enquête Non, je ne sur dis ça? pas que l'Assemblée ne peut pas, je dis ce que j'en sais. Maintenant, après, puisqu'il y a une initiative sur l'enquête, Oui. laissons l'initiative faire son cours. Mais pour moi, je suis persuadé Oui. que déjà, de manière raisonnable et raisonnée, un projet de 29 milliards ne peut pas être détourné, alors que l'objectif de ce projet et l'objet de ce projet est là. On peut mettre la main dessus. Donc, soit il y a quelqu'un qui dit la vérité, soit il y a des magiciens du chiffre. Vous ne vous opposez pas à ces commissions d'enquête j'ai parlementaires, même même pas- si elles sont Non, je initiées n'ai par même des pas la députés compétence de l'opposition. m'opposer Oui. à des commissions d'enquête. Les commissions Donc, d'enquête... quand le groupe parlementaire Non. majoritaire, quand même, a une marge de manœuvre, Non, même non, si non, c'est une on majorité, attendra, encore on une attendra fois, de voir, étriquée. parce Oui. qu'il Oui. peut y avoir aussi des initiatives farfelues. Comme quoi? Il y en a? S'il y a des initiatives, par exemple, la famille du président ne doit pas être des projets de loi comme ça. Moi, je trouve que quand même, c'est d'abord méconnaître nos valeurs sociétales, parce que bon, notre société aussi, ça a des règles de fonctionnement. Mais aussi, c'est violer la Constitution. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, on ne peut pas avoir des citoyens de deux niveaux. Des citoyens qui peuvent être ministres, députés, sénateurs, au conseil, membres du conseil économique, membres du gouvernement, et des citoyens qui ne pourront jamais le faire parce que leur père ou leur frère ou leur oncle ou leur beau-frère est président de la République. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Surtout que c'est des citoyens qui ont le droit de se militer, d'avoir des partis politiques et d'avoir une citoyenneté active. Vous ne craignez plus de blocage de l'Assemblée, par exemple, à l'occasion du vote du budget? À un moment donné, la question a été agitée. Tout est possible. On a même dit Moi, que le président peut gouverner non, par c'est-à-dire ordonnance. ça, c'est autre chose. oui. C'est-à-dire que le vote du budget, Oui. c'est un processus. L'Assemblée nationale a un attribut constitutionnel de voter le budget, qui est une loi de finances de l'année. Parce que le budget est une composante de cette loi de finances de l'année. C'est la composante comptable. Mais la loi de finances est une loi avec des articles, etc. Ça, c'est soumis au vote de l'Assemblée nationale. De deux choses l'une. Ou bien c'est voté par les députés, ou bien quand il y a un blocage, c'est le président de la République qui a des pouvoirs exceptionnels lui permettant de faire passer le budget. Vous excluez ce blocage Mais aujourd'hui je- au j'exclus- regard de la j'exclus. configuration de l'Assemblée? J'exclus parce que simplement, j'estime que les députés n'ont pas de mandat impératif au Sénégal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dire de voter ou de ne pas voter. Il n'y a que votre conscience et votre conviction qui vous permettent de le faire. Et si elle est orientée vers la raison, l'intérêt général, je ne vois pas un député ne pas voter un budget pour priver le Sénégal d'un budget, pour priver les enseignants, les couches vulnérables de mécanismes leur permettant d'apporter des solutions à leurs problèmes. Très Donc, bien. moi c'est à ce niveau-là où je suis Oui. quand même optimiste.
Oui. Maintenant, dans tous les cas, nous pensons avoir une majorité qui nous permet, jusque-là d'ailleurs, en commission comme en plénière, pour les ministres qui sont passés, le budget est voté. Très bien. À la majorité. L'Assemblée a-t-elle été saisie de la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba? En tout cas, à mon niveau, je ne suis pas encore au courant, même si j'entends des rumeurs de couloir sur ça, mais je pense que ce n'est pas encore fait. Sinon, je serai peut-être parmi les premiers à être informé. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Il en a jusqu'au 17 décembre ou plus tard. En principe, il en a jusqu'au 17 décembre. Il a un délai de 3 mois pour faire la déclaration. Vous avez un souhait par rapport à cette déclaration et surtout par rapport à la date? C'est à lui, parce que c'est à lui de voir comment le faire, certainement après avoir échangé avec le président de la République, après avoir peut-être échangé par courtoisie aussi avec le président de l'Assemblée nationale, parce que c'est toujours le dialogue des pouvoirs. Donc c'est à eux de décider. Bon, nous, après, on verra. On a peut-être notre petit mot à dire ou notre avis à partager. C'est sûr que ça se fera. Maintenant, quand l'idéal, peut-être, c'est de le faire avant le 17 décembre, parce que simplement, nous avons toujours voulu que l'esprit constitutionnel, la lettre de la Constitution, puisse être respecté. Oumar Youm, dernière chose, le cumul des mandats. Quelle réflexion vous inspire? Oui, vous êtes maire de Thiadiaye. Je suis maire de Thiadiaye, je suis député. Pourquoi vous tenez à cumuler vos deux Parce que moi, de ma petite expérience, je sais que ça a une valeur ajoutée dans ce que nous sommes en train de faire comme maire. Quand je suis maire, je suis ministre, je suis au Conseil des ministres, je discute avec certains ministres qui ont des projets, j'ai des projets à suivre avec eux, c'est plus facile. C'est vraiment beaucoup plus facile parce que nous savons, les petites communes qui sont Thiadiaye, Sessène, Sandiara, Nguyen, etc. Et je peux en citer d'autres. C'est des communes avec des budgets de 300 millions, 500 millions, qui ont quand même des envies de construire des salles de classe de manière régulière, qui ont des envies de construire des postes de santé, des centres de santé, qui ont des envies de faire des routes, la voirie intérieure, l'extension de l'électricité, l'accès à l'eau. Ça, c'est important. Et donc ça, je pense que le fait d'avoir des vis-à-vis qui ont des projets et qui peuvent aider, ça peut aider. Vous n'êtes pas favorable à une loi interdisant ce cumul? Mais la loi existe déjà. Oui, elle existe, mais je parle ici des mandats. Maintenant, après, il y a des gens qui sont dans des projections. Ministre, pour moi, déjà, l'environnement juridique législatif actuel permet de gérer les cumuls. Maintenant, après, il y a des gens qui s'engagent. Sauf que les cumuls sont là. Vous, par exemple, mais les cumuls, vous êtes un cumulard. Oui, mais ça n'empêche pas aux communes de fonctionner. Moi, depuis 1 mois et demi, je suis ici. Ma commune fonctionne. Ils ont fait le débat d'orientation budgétaire sans problème. Souvent, je délègue mes signatures, je délègue ma représentation, et quand c'est nécessaire, je suis là. C'est pas ce que vous avez dit aux populations de Thiadiaye. Les populations de Thiadiaye savaient que j'étais ministre en 2014. Malgré tout, elles m'ont élu. Très bien. Question relative au fameux débat sur le 3e mandat ou la 3e candidature du président Macky Sall. On enregistre quand même une vague d'investiture, entre guillemets, du président Macky Sall par un certain nombre de responsables de l'APR, votre parti. Vous comprenez ces démarches, vraiment? C'est notre droit le plus absolu. On est dans un pays de liberté d'expression, de liberté aussi d'appartenir à des associations, de liberté de dire ce qu'on pense. Donc pour moi, rien dans la Constitution, rien dans la loi n'interdit à des militants et des responsables de faire des propositions d'investiture. Mais c'est des propositions. Les candidats sont investis par les coalitions et les partis. Ce n'est pas des personnes dans des départements ou dans des régions qui vont le faire. Maintenant, vous n'allez pas le faire. C'est de l'animation politique. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire parce que je pense que le président de la République a été très clair. Attendons que je termine ma réflexion. Attendons que je poursuive l'exercice de mon mandat pour apporter le maximum de satisfaction aux populations. Je pense qu'on ne peut pas, comme l'Igné Wolof, qu'on ne dit pas que c'est Mbarbi, sinon on la gagne. Donc moi je pense que la prudence et la précaution devraient pousser à attendre que le candidat donne des orientations. Il n'a pas encore pris sa décision. À mon niveau, non. À mon niveau, je ne sais pas s'il va le faire ou pas. Donc mieux vaut attendre. Maintenant, bon, si les autres veulent anticiper et aller de l'avant, c'est leur droit le plus absolu. En tant que responsable du parti, avez-vous un plafond de verre par rapport
à cette histoire de mandat? Moi, je m'en tiens à ce qui a été dit par le président de la République, qui est notre président de la coalition. Attendons. Voilà. Ne polluez pas notre mandat. À partir de ce moment, les responsables vont se décider. Vous à n'avez partir pas de ce moment, le parti va se décider. Non, à partir de ce moment, le parti va se décider. La coalition va se décider. Sur la question des libertés, l'emprisonnement du journaliste Pape Alé Niang, on lui oppose le secret défense, la divulgation de documents officiels, confidentiels, diffusion de fausses nouvelles. Vous pensez que Pape Alé Niang mérite la place? Mériter, c'est trop dire. Je veux dire que quand même, on vit au Sénégal, dans une république avec des règles. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un au-dessus de la loi, qu'il soit journaliste, avocat, magistrat, etc. Il y a des règles qu'on ne doit pas violer. Surtout les règles qui concernent la protection de notre armée, son intégrité et sa sécurité. Je pense que ça, c'est des règles qui sont quand même très, très, très importantes. Bon. Moi, je pense, je présume que ce qui a été fait est quand même très grave. Je présume. Il appartient aux juridictions d'en tirer les conséquences. Mais la liberté de la presse existe aussi. Mais la liberté de la presse, ce n'est pas la liberté de violer la loi aussi. Est-ce qu'il a violé la loi? Non, je présume, parce que il est accusé. Je ne pense pas qu'il soit accusé pour rien du tout. Il est accusé sur la base de faits. Maintenant, attendons que la justice termine l'instruction de ce dossier pour dire jusqu'à quel niveau il est responsable. Je pense que ça, c'est la sagesse. La liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'être un avocat, la liberté d'être un député à l'Assemblée nationale, c'est des libertés encadrées. Il faut revoir la Constitution. La Constitution ne permet pas de dire que c'est la liberté, tout le monde peut faire ce qu'il veut. La liberté est encadrée par les lois. L'exercice de la liberté se fait dans le cadre des lois qui gouvernent ces professions. La CAP, qui a la coordination des associations de presse, demande sa libération. Elle a rencontré le ministre de la Communication, qui serait dans de bonnes dispositions. C'est tant mieux. Et on évoque, moi, je dis c'est tant mieux. C'est quelqu'un que je connais très bien. Oui. Il le sait, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Oui. Au moment où d'ailleurs certains responsables du parti ne voulaient pas se présenter dans ces émissions, moi j'y allais à chaque fois qu'il me demandait. C'est quelqu'un qui fait un travail excellent. Ils disent oui, c'est un politicien, il fait de la politique. Mais je veux dire, ça c'est autre chose. C'est pourquoi le mélange de genres, il faut l'éviter. Oui. Le mélange de genres, il faut l'éviter. Oui. Parce que souvent, malheureusement, ça vous met pas trop à l'abri. Oui, parce que c'est ça qui fait que engagé ou un journalisme d'investigation, oui, tout ça c'est bien, mais il faut le faire dans le cadre de la loi. Oui. Si on le fait en dehors de la loi, on est justiciable comme tous les autres. Vous êtes favorable à sa libération? Mais si ça peut se faire vraiment, je dirais tant mieux et ouf. Parce que simplement, Pape Ali aussi, ce n'est pas quelqu'un qui a sa place en prison. Même si on peut considérer effectivement qu'il y a quand même souvent beaucoup de dérapages, j'estime que voilà, c'est un homme qui mérite d'être ailleurs que dans une prison. Ça, c'est ma conviction personnelle. Un gendarme porté disparu, un autre agent de renseignement aussi, dans les mêmes circonstances. On parle déjà, il y a un des corps qui est repêché, le sergent Fulbert. L'autre, on ne l'a pas encore retrouvé, il est porté disparu. Vous êtes un juriste, vous savez ce que ça signifie. Mais sa famille, justement, la famille de ce sergent dont le corps a été retrouvé, demande une autopsie. Est-ce que ce n'est pas le minimum? Surtout dans une circonstance comme ça, où le procureur de la République dit qu'une enquête est diligentée. Oui, maintenant tout dépend de l'état du corps aussi. Parce que souvent, on peut faire des demandes. Ces demandes-là, pratiquement, se heurtent à une impossibilité presque, parce que simplement aussi faire une autopsie sur un corps qui est en pétrifaction, c'est quand même très difficile. Je pense, c'est ça peut-être l'objet. Les refus d'autopsie aussi commencent à s'accumuler. Oui, mais ça aussi, c'est vraiment... Laissons le soin aux autorités compétentes pour faire les choses, de les faire. Parce que moi, c'est des dossiers sur lesquels je n'ai pas une totale maîtrise. Je vois à travers des coupures de presse et des débats de télévision certaines affirmations, mais je n'ai pas le dossier sous les yeux pour pouvoir me prononcer. Mais ce qui est sûr, restons dans les principes. Restons dans les principes. Essayons de préserver ce qui est essentiel pour nous, c'est notre stabilité, c'est notre sécurité, c'est notre intégrité, c'est notre cohésion sociale. Ça, c'est des valeurs sur lesquelles tous les Sénégalais doivent veiller comme les prunelles de ciel. Franchement.
Aminata Touré, on revient à elle, ancienne Premier ministre, qui dit avoir échangé avec le secrétaire général de l'ONU sur la situation du Sénégal, la limitation du nombre de mandats présidentiels, à l'occasion d'un dîner informel. Cela vous gêne? Ça ne me gêne pas. Le président de l'ONU, qu'il soit le super président ou le secrétaire général de l'ONU, il est obligé de respecter les dispositions du Sénégal. Il est obligé de nous respecter. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas dire on est des Sénégalais, fiers de l'être, on le dit partout, on le montre partout. Et souvent, nos références, c'est oui, il a dit ça, il a dit ça. Que ce soit Macron, États-Unis, Biden, etc. Le Sénégal, les affaires intérieures du Sénégal concernent les Sénégalaises et les Sénégalais. Mais c'est des pays qui ont eu à se prononcer régulièrement sur les affaires du Sénégal. En 2012, sur la candidature à un troisième mandat. C'est le droit le plus absolu, mais c'est à nous. Oui. Nous, on ne doit pas montrer une certaine... L'ONU aussi s'était prononcée sur la situation. Ce que je veux dire, c'est qu'ils se prononceront toujours. Oui. Mais ils se prononceront, c'est leur liberté, c'est leur responsabilité. Moi, je n'ai pas de commentaires sur les appréciations du secrétaire général de l'ONU concernant le Sénégal. Moi, mes propres appréciations, c'est de ma souveraineté. Ce n'est pas à lui de décider. Ce n'est pas à lui de nous dire ce qu'on doit faire. Vous êtes indifférent à cela? À la limite, je n'ai même pas lu ça, pour vous dire. Voilà. Coupe du Monde, le Sénégal qui se rachète un peu après la première défaite face aux Pays-Bas, victoire contre le Qatar, pays organisateur. Il y a un dernier match contre l'Équateur, mardi, qu'il faut nécessairement gagner. Inch'Allah. Vous croyez aux chances du Sénégal? Je pense que le potentiel de l'équipe du Sénégal... le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Moi, je pense que son potentiel, il est énorme. J'ai vu des jeunes, Liman Ndiaye, Bamba Dieng, le jeune Cissé qui est entré en deuxième mi-temps, les assurances de notre gardien de but, Mendy, la défense qui est restée quand même, en dépit de quelques petites erreurs, qui est restée solide. Oui. Je pense que le Sénégal a une équipe quand même qui est une très très bonne équipe, qui a une flair allure, en tout cas pour le deuxième match que nous avons suivi. Oui. Le Sénégal a le potentiel, ce n'est pas pour rien qu'il est champion d'Afrique. Et donc je pense qu'effectivement on peut le faire, on peut gagner ce match et puis se qualifier pour les huitièmes de finale. Et c'est le mal qu'on leur souhaite vraiment, parce que c'est une équipe jeune, talentueuse, engagée, qu'il faut accompagner. Très bien, donc allez les Lions. Allez les Lions. Merci El Hadj Omar Youm, vous êtes président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, ancien ministre, maire de Thiadiaye, vous êtes également avocat. Mamoudou Ibra Kane pour vous présenter ce jury du dimanche. Réseaux sociaux, Birom Pouy, Fatima Taba, réalisation Babacar Ndiaye, Augustin Mandan et Ibamar Sen pour le compte d'Imedia.sn, au texte Djeba, à la photo Abdoulaye Silla. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.